Ça va? Seul peuple qui pourrait se plaindre vraiment dans les aventures de Tintin, ce sont les Japonais. Parce que là, tous les Japonais sont méchants, excusez-moi, pas ça, sont vraiment des gens non sympathiques. Et Hergé, pour faire un genre de mea culpa, et pour se corriger face aux péchés qu'ils avaient fait dans sa jeunesse, montre les laideurs de notre, je mets entre guillemets, notre admirable civilisation occidentale. Un type qui fait penser peut-être un peu à Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue français qui est allé vivre parmi les tribus en Amazonie, que dans les aventures s'appelle Ridgewell. Lui est allé vivre parmi les Amazoniens et il décide de ne plus jamais retourner dans le monde civilisé. Le professeur Tournesol, lorsqu'il rencontre le tribu des Arumbayas dans les Amazones, il les verra se saouler avec le whisky parachuté dans la jungle par le tyran Tapioca. Il soupire et il dit « Des ivrognes, voilà ce que des civilisés ont fait de ces sauvages. » Pour Tintin, le Nord n'a pas le droit moral de conduire le Sud, après Congo évidemment. Par exemple, dans un des albums, je pense que c'est les 7 boules de cristal, il y a une expédition ethnographique qui est allée en Amérique du Sud. Ils ont volé un objet fétiche, et là, le malheur leur tombe dessus. Et là, il y a quelqu'un qui est dans le train en train de lire le journal, lâche un soupir, et il dit, ben, si ça leur arrive, c'est peut-être un peu leur faute, parce que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? Et Tintin répond, en effet. Ou par exemple, l'épisode de découverte des gisements du pétrole en Amérique. Vous avez les Indiens qui sont forcés à l'exil, et Tintin se perd parmi les gratte-ciel. Donc, pour Tintin, c'est la dignité de tout ce qui est sacré. Elle ne tient pas à la race. Mais c'est une question de morale. C'est-à-dire que la civilisation de l'argent roi condamne tous les hommes libres et dignes. Et comme cette dignité, comme je vous dis, n'est pas le monopole d'une race quelconque. Mais la race en tant que telle n'est évoquée que 2 fois dans les séries. Première fois, implicitement par Tintin dans l'album Lotus Bleu. À un moment donné, il se déguise pour ne pas être reconnu par les Japonais. Il ôte son déguisement de Chinois pour se faire reconnaître du fonctionnaire qui lui refuse l'entrée. Il dit « Vous voyez bien que je suis un Européen. » La leçon est claire pour moi, c'est que l'identité d'un être humain ne dépend pas de ses papiers. Pour moi, c'est le message que Tintin véhicule ici. Ou dans Tintin au Tibet, le guide de Tintin, Tarquet, il dit que, dans son langage à lui, il dit « Toi, jeune Saïd blanc, et toi risquer ta vie pour sauver jeune garçon jaune. Moi, homme jaune, et moi pas vouloir t'aider. Moi me dire, moi poltron. » Encore, la nouvelle leçon qu'on peut en tirer, c'est que la solidarité qui compte, c'est la solidarité des chic types, un peu, quelle que soit leur couleur, lorsqu'ils se décident à se dépasser pour faire le bien. Donc, c'est les 2 allusions à la race en tant que telle dans les aventures de Tintin. Mais il y a un bémol à tout ça. Pour Tintin, l'attachement en religion mystificatrice est un obstacle au progrès. Si comme Tintin avait une double nature ambiguë, on a dit et expliqué 1000 fois comment les civilisations, disons, exotiques le passionnaient. On a montré à quel point il les respectait, surtout depuis sa rencontre avec Chang dans le Lotus Bleu. Mais ce décodage des cultures n'était pas aussi innocent qu'on le croit, ni surtout si généreux qu'on le voudrait. Tintin ne détruit pas le monde des Arumbayas, du Yéti ou des Incas, mais il les laisse en quelque sorte désarmés, désœuvrés dans notre esprit. Le tout est bien qui finit bien du Tintin équivaut à la mise à plat des mythes qui régissent les sociétés et les transforment en simple folklore. Par exemple, lorsqu'il va en Amérique latine et que les Incas, bon, le soleil et tout, pour eux, ça régit un peu leur vie, leur société, leurs mœurs. Bon, Tintin, en lisant un bout de journal, belge probablement, il sait qu'il y aura une éclipse solaire. Alors, par la connaissance scientifique, il va complètement désarmer le mythe qui régit ces sociétés-là. Et ça devient juste un simple folklore. Donc, le respect des civilisations exotiques, il faut le prendre avec un, comme disent les Anglais, avec un pinch of salt. Donc, Tintin essaie de décoder les cultures. Il fait un peu ce que fait la psychanalyse ou l'ethnologie, mais dans un double sens de décrypter les codes, mais aussi d'anéantir leur pouvoir, comme je viens de mentionner.
C'est peut-être pour ça qu'il a tant plu aux éducateurs catholiques de l'époque. C'est que l'anéantissement et le décodage des codes et des formations sociales que les autres mondes produisaient. Et c'était ça un peu, parce que, en fin de compte, les prêtres étaient après quoi? L'évangélisation des autres sociétés. Ce qui met fin à notre analyse politique des œuvres de Tintin et sociales. Maintenant, je vais parler un peu de la psychanalyse chez Tintin. Et je vais finir la conférence là-dessus. Évidemment, ça vient pas de moi. C'est un médecin, psychiatre et psychanalyste français, Serge Tisseron, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Tintin, le secret de la famille, Tintin et le secret d'Hergé, Tintin chez le psychanalyste. Et c'est fort intéressant. Lorsque le livre est sorti dans les années fin 70, début 80, là, chez les tintinologues, c'était le scandale. C'est des conneries, mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas d'allure, etc. Sauf que lorsqu'on a les biographies d'Hergé sont sorties, on a vu qu'en analysant l'œuvre d'Hergé, ça veut dire Tintin, Serge Tisseron est arrivé à dévoiler un secret de famille chez Hergé qui s'est révélé tout à fait correct. Et c'est très intéressant. Dans l'œuvre d'Hergé, il y a deux types de folie. Il y a la folie qu'on connaît, bon, la folie psychiatrique, un peu. Par exemple, lorsque les gens sont touchés par les sarbacane, il y a un genre de poison qui les rend dingues, sont fous, sont tarés, sont dans les asiles psychiatriques. Mais il y a aussi un genre de folie ordinaire qui nous guette tous, dont nous cachons l'existence, qu'il faut aller chercher peut-être ailleurs pour le dévoiler. Et ne soyez pas étonnés de trouver ça chez nos héros des aventures. Et il faut aussi tenir à l'esprit que Hergé disait que ces personnages-là représentaient les diverses facettes de lui-même. Ça veut dire Haddock, Tintin, Tournesol, les Dupont. On voit un genre d'obsession de dédoublement chez les personnages. Qu'il s'agisse par exemple de Haddock, ses colères alcooliques. Lorsqu'il boit, il a des hallucinations, il essaie de tuer Tintin. Ou par exemple, il brûle leur ration de rhum qu'il y a dans un canot de sauvetage. Ou lorsqu'ils sont dans un avion, il assomme Tintin et ils vont s'écraser. Mais après, il verse des pleurs de crocodile, des larmes de crocodile. Ce qui est typique des alcooliques un peu. Donc un genre de regret. Mais il n'est pas le seul à troquer une personnalité pour un autre en un espace de quelques secondes. Tournesol aussi, qui est normalement amnésique, pas un type nécessairement très fort physiquement, mais lorsqu'il est traité de zouave dans l'objectif lune, il se fâche et il va même prendre un gardien très costaud et il va le planter. Et puis tout d'un coup, il souffre d'une catalepsie, il devient tout mou et il oublie tout. Donc vraiment, les personnages changent très rapidement. Ou les Castafiore. Et là, vraiment, c'est très intéressant parce que Castafiore incarne deux personnages en même temps. En premier, Marguerite, comme j'ai mentionné tantôt, qui était l'héroïne de l'opéra de Faust de Gounod, et aussi la grande diva qu'elle était, la cantatrice. Non seulement elle donne sa voix, mais elle donne corps et âme à un personnage comme ça. Et souvent, lorsqu'elle croise Tintin et Capitaine Haddock, elle est habillée en Marguerite, donc elle est vraiment deux personnages séparés. Dupont et Dupont aussi. Le dédoublement de l'image, c'est comme une image miroir et son objet. Lorsqu'ils veulent se fondre dans la foule, ils adoptent des vêtements locaux qui malheureusement finissent par les faire connaître encore davantage. Mais il y a un fil rouge qui unit tous ces divers éléments, ces facettes de cette folie ordinaire qu'on trouve, ou de cette obsession de dédoublement chez les personnages d'Hergé. Il y a un secret de famille que Hergé a essayé de chasser de sa propre vie. Le père d'Hergé était un adultérin. On ne sait pas c'est qui son géniteur. On pense que c'était quelqu'un de très illustre. On pense même que c'était peut-être le roi Albert de Belgique. Son père et son oncle, donc ils n'ont jamais connu leur père. Leur mère est une femme modeste, une femme de chambre. Un peu plus tard, il y a un père de passage qui reconnaît les enfants, mais deux pères inconnus ne font pas nécessairement un père réel. Il y avait une comtesse dans la vie du grand-père,